Grand merci d'être là. Nous aussi, on est ravis d'être là. Très rapidement, je suis Guillaume Fouettillou, cofondateur de Linkfluence, social listening, social intelligence. On analyse en temps réel 250 millions de contenus par jour, plus de 100 millions d'images. On transforme ça en insight au travers de notre plateforme logicielle Radarly et d'une équipe de plus de 100 data scientists et data researchers. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Richemont qui a accepté de parler avec nous. Alors, on est très fiers parce que en fait, c'est très rare, c'est un groupe très secret. Et sous l'impulsion d'un nouveau management aussi, aujourd'hui, ils ont décidé d'être plus dans la transparence, plus dans l'ouverture des valeurs qui comptent au digital. Et donc, c'est la chance que l'on a aujourd'hui qu'ils acceptent de prendre la parole avec nous, au travers de Solène et Nicolas qui vont se présenter dans quelques secondes. Et aussi, on est très fiers parce que c'est l'occasion pour nous, non pas de parler de Linkfluence, mais de parler de près de 5 ans de collaboration qu'on a ensemble. Et surtout de pouvoir, non pas parler de la promesse du social listening, vous en avez entendu, ça devient très à la mode. Il y a 10 ans, on bataillait dans le vide pour faire valoir cette donnée-là. Aujourd'hui, tout le monde en parle, donc ça c'est fait. Mais surtout de montrer comment est-ce qu'ils sont montés en expertise, comment ils sont montés en compétences et comment est-ce qu'ils ont avancé dans leur maturité dans l'utilisation de cette donnée-là. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Merci Guilhem. Effectivement, Solène et moi, nous travaillons pour le département Marketing Services de Richemont. Comme le disait Guilhem, on n'est pas un groupe qui prend très souvent la parole et je suis sûr que quand vous avez entendu parler de Richemont pour aujourd'hui, vous pensiez à la raclette. Eh ben non, on ne fait pas du fromage, on fait du luxe. On est un groupe de luxe qui est dans le top 5 des plus grands groupes avec LVMH, avec Kering, avec un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros. On a un groupe assez récent qui a été fondé en 1988. Mais en revanche, les maisons qui composent ce groupe sont des maisons pour la plupart très anciennes. Si on prend Vacheron Constantin qui a été fondé en 1755, maison d'horlogerie, donc avant la Révolution française, on combine chez Richemont des marques de luxe qui ont à elles toutes un peu plus de 2000 ans d'histoire, de passion, de savoir-faire et d'expertise. Donc évidemment, vous pouvez le deviner, un groupe qui a priori n'était pas très porté sur le digital. Néanmoins, les choses changent et notre management est passé d'une sorte de retrait sur les questions digitales vers du tout digital et vers quelque chose de il faut tout faire, c'est super, big data, machine learning, etc., blockchain, on y va. Donc notre rôle aussi à nous, c'est de faire attention et d'utiliser le digital comme il doit l'être, c'est-à-dire avec pertinence et avec efficacité. Vous connaissez sûrement ce motto, la donnée c'est le nouveau pétrole. Donc effectivement, on peut dire que c'est le nouveau pétrole. Mais qu'est-ce que c'est que le pétrole ? Le pétrole, à la base, c'est juste un liquide toxique et complètement inutile. Donc le pétrole, si on veut que ce soit quelque chose d'intéressant, il faut qu'il soit raffiné, il faut qu'il soit traité pour qu'on puisse en faire du chauffage, pour qu'on puisse l'utiliser pour le transport, pour qu'on puisse faire du plastique. Donc c'est quelque chose qui doit être pris avec sérieux et professionnalisme. Sinon, évidemment, le pétrole, ça peut aussi créer des catastrophes. Et chez Richemont, le plus grand risque qu'on voit dans notre industrie, de loin, devant les tremblements de terre, devant les braquages de boutiques, c'est la fuite de données clients. Donc on est très précautionneux avec le traitement de la donnée et on fait vraiment attention à ce qu'on fait avec cette data. Donc finalement, quand on parle avec notre management et qu'ils nous demandent de faire toujours plus de digital, de faire toujours plus de Facebook, toujours plus d'Instagram, on leur dit mais finalement la question c'est pas de faire plus de data, c'est pas de faire plus de réseaux sociaux, la question c'est vraiment de se concentrer sur nos clients. Donc tout ce qu'on fait en termes d'utilisation de la donnée, on le fait vis-à-vis de notre client. Alors quand on voit effectivement l'importance de la donnée aujourd'hui sociale, et enfin de la donnée sociale chez Richemont, et comment est-ce que c'est devenu un enjeu stratégique à l'échelle de l'entreprise, eh bien, ça fait remettre en question le sujet aujourd'hui du social listening et la façon dont il a pu être approché pendant des années, c'est-à-dire au travers uniquement de software. On vous donne un login, un password, on dit on a 3000 comptes qui ont été équipés et donc c'est bon, on s'est mis à la transformation de cette donnée-là. L'enjeu, c'est pas un enjeu de software, c'est clairement un enjeu d'empowerment. Et cet empowerment, en fait, il faut non pas le penser avec un RTFM, Read the Fucking Manual, où on peut dire effectivement
effectivement commencer à regarder le manuel du logiciel et vous saurez l'utiliser. Mais c'est de penser la maturité, la montée en maturité aujourd'hui des marques, des agences, de l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour pouvoir véritablement valoriser cette donnée-là. Le gros problème de ces données-là, c'est qu'aujourd'hui, et de ces outils-là, c'est que ce sont des boîtes à outils. C'est-à-dire qu'une boîte à outils, vous pouvez faire une multitude de choses avec et l'usage n'est pas pré-pensé dans la boîte à outils. Donc il faut inventer ces multitudes d'usages et pour cela, eh bien, ça nécessite de l'effort, ça nécessite des personnes, ça nécessite de l'investissement et pas seulement un investissement, encore une fois, logiciel, mais un investissement humain. Voilà. Toujours trahi le par la technologie. bouton est difficile. Toujours trahi par la technologie. Du coup, notre approche à nous, chez Richemont, quand on parle de marketing digital, c'est de se concentrer sur les 4 C. Vous connaissez évidemment les 4 P du marketing. Les 4 C chez nous, ça concerne les diamants, mais ça concerne aussi à la fois le client, qui est au centre de tout ce qu'on fait, le contexte dans lequel on s'adresse au client, le contenu qu'on va pousser en fonction de ce contexte et de la connaissance du client qu'on a, et à la fin, finalement, le canal qu'on va choisir pour le faire. Et vous voyez ici la déclinaison quand on parle de social media, comment est-ce que le social media nous aide dans cette dynamique des 4 C. Donc à la fois comme source d'insights, comme benchmark compétitif, comme inspiration de contenu, très important pour nous, et évidemment comme mesure de performance également. Donc je vous propose de donner un petit peu corps et d'illustration à ces 4 C en vous parlant d'un événement que vous ne connaissez probablement pas qui s'appelle le SIHH, donc qui est le Salon international de la haute horlogerie qui se tient tous les ans à Genève, qui réunit toutes les maisons horlogères du groupe mais également d'autres acteurs de l'industrie. Et en fait, à la fin de cette semaine d'événements, on réalise un rapport qui donne à voir la performance des maisons sur le social media et sur le digital, qui a pris forcément de plus en plus d'ampleur et qui est aussi très attendu en termes de KPI, en termes de learning, en termes d'insight pour les prochaines éditions. Donc, afin d'illustrer nos 4 C, quelques exemples que vous pouvez voir sur les slides derrière vous. Premièrement, le social media comme source d'insight sur le client. Vous pouvez voir que d'un événement extrêmement anglophone, on est passé à une part de voix et à des discussions extrêmement basées sur des communautés basées en Chine, en Asie. Donc, premier insight aussi d'audience pour nos maisons. Deuxième élément, le contexte, extrêmement important. On travaille avec les maisons en amont de l'événement sur leurs objectifs, comme elles le travaillent sur des objectifs de campagne lorsqu'elles lancent des campagnes ou des nouvelles collections. Donc, on travaille par la suite sur des classements, sur des rankings, pour que les maisons puissent se jauger entre elles, mais également par rapport à l'industrie, et qu'elles puissent adapter leur stratégie. Le troisième C étant le contenu, extrêmement intéressant, puisqu'on est aussi dans ce salon est assez concurrentiel, donc on a un gros travail sur le storytelling, sur le contenu, sur le fil rouge, qui est également important parce que ce moment-là lance toute la communication annuelle des maisons. Et puis le dernier C, le social media comme levier ou utilisation, utilisation et mesure de la performance. On a beaucoup parlé de la Chine et de l'Asie. Vous voyez sur ce graphe que Sina Weibo a une part vraiment croissante également comme plateforme de discussion pendant le SIHH. Donc également un insight important pour nos maisons pour qu'elles adaptent également leur plateforme de discussion et de communication. Sina Weibo en rouge, d'où l'importance de capter les réseaux sociaux chinois, ce qui n'est pas d'une grande simplicité, a priori, sur lequel il y a besoin de beaucoup d'investissement. On voit ici, très rapidement, mais qu'on a fortement évolué et avancé depuis les tout débuts de la e-réputation, où il était question seulement de volumétrie et de tonalité, un peu hors sol. Là, on est sur des métriques qui sont rattachées au business, qui sont rattachées à des objectifs. Les maisons se posent d'abord les questions des objectifs, et ensuite, elles craftent, à partir des outils, à partir des technologies, les métriques et les insights et les données qui leur permettront de répondre à ces objectifs. C'est un signe de cette maturité. Donc effectivement, comme l'a dit Guilhem, ça fait un moment qu'on travaille sur la veille informationnelle, sur le tracking des informations online, etc. Le social media chez Richemont, ça a été pris au sérieux assez tardivement. Ça a été pris au sérieux à l'occasion d'un mariage. Donc du mariage de Kate Middleton et du prince William que vous voyez ici en 2011. Et Kate nous avait fait le grand honneur de porter une tiare Cartier, bijou vintage, qui a été porté de manière spontanée. Et on a vu tout un tas de buzz sur les réseaux sociaux à propos de cette tiare. Et on s'est dit,
peut-être qu'il se passe quelque chose, que nous, en tant que groupe de luxe, il faut qu'on commence à s'intéresser à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Et on est passé par différentes phases, comme vous le voyez, avec le soutien de Radarly, de l'Influence, d'une phase qui était vraiment monitoring en termes de surveillance un peu bête et méchante de nos mots-clés, de nos produits, à une phase de listening pour commencer à analyser, à comprendre vraiment ce que ça signifiait derrière, et pour finalement essayer d'aboutir, c'est pas évident, d'aboutir à une phase vraiment d'intelligence où on va passer sur une forme de prospective, une forme de prédiction en fonction des insights qui sont fournis par les social media et par la plateforme. Alors je vous propose de revenir quelques années en arrière, justement à 2014-2015. C'est le début de notre collaboration avec l'Influence, en vous donnant quelques éléments de contexte justement sur la naissance du social monitoring et par la suite social listening chez Richemont. Très clairement, moment assez particulier, les marques et l'industrie du luxe deviennent de plus en plus actives sur les réseaux sociaux, s'emparent des différentes plateformes, créent pas mal de contenu, font des collaborations avec des influenceurs, en gros, donnent une vie à leur réalité physique, ce qui génère énormément de discussions, pas mal d'interactions. Et puis, toute cette donnée, elle est très clairement pour nous un autre moyen de mesurer et surtout de s'approprier ce que fait la concurrence en termes de stratégie marketing globale, mais également stratégie produit, stratégie en point de vente, de distribution. Et il devient très clairement nécessaire de l'intégrer pour comprendre le marché dans lequel on évolue et nos maisons évoluent. Donc, à partir de ce moment-là, on travaille avec l'Influence pour construire un écosystème assez important qui, bien entendu, va suivre toute l'actualité de nos maisons sur le social, donc le owned et le earned media. Et on va bien entendu monitorer, mesurer également l'activité de nos concurrents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on monitore l'activité d'un set de concurrents d'à peu près 70 marques sur des langues et des zones géographiques particulières, mais voilà, qui sont aujourd'hui importants pour comprendre la réalité du marché dans lequel on évolue. Donc là, on est en 2015. 2015-2016, le projet prend de plus en plus d'ampleur. Il est quand même utilisé par, à la fin de l'année 2016, plus de 300 personnes au sein du groupe. Les maisons commencent elles aussi à s'équiper et à travailler vraiment avec l'outil. Et en 2017, début 2017, on peut dire qu'on a un peu un alignement des planètes et qu'on a à la fois une évolution en termes des usages et on a aussi plus de maturité de la part des équipes chez Richemont et des équipes dans les maisons. Premier pilier, la structuration de départements digitaux ou marketing digital avec l'arrivée de populations que vous connaissez très bien mais que sont les social media managers. Deuxième pilier important, le sujet très trendy du measurement et de l'analyse de la performance, donc tant sur le owned que sur le earned. Donc qu'est-ce que ça apporte à ma marque en termes de brand equity et de business, mais également quelles sont les perfs de ce que moi je génère. Et puis, un regard qui s'internationalise. Il faut savoir qu'on était quand même pas mal sur un regard plus international, anglo-saxon, et que là, on tourne aussi le regard vers l'Est et qu'on intègre la Chine, l'Asie, avec le support de l'Influence sur le tracking de plateformes qui sont clairement indispensables pour nous aujourd'hui, à savoir WeChat et Sina Weibo, non négociables. Et on arrive un peu à un point de convergence fin 2017 sur un usage qui est très analyse de la performance de la part des maisons et qui va être pour nous au niveau du groupe plus analytique, plus prospectif et même presque du planning. Donc on a vraiment une forme de coordination et on va aussi aller dans une décentralisation sur l'usage de cette donnée qui était très, je dirais, gardée par les maisons au niveau HQ. Et là, on commence à avoir beaucoup de marchés qui prennent aussi l'importance de la donnée sociale à leur niveau. Comme vous le voyez, ce sujet-là n'est plus un sujet d'experts. Nous, ce qu'on a observé depuis des années, c'est que finalement, les marques qui arrivent à réussir leur transformation avec la social data, une part de leur transformation avec la social data, sont celles qui réussissent à décloisonner, désiloiser le social listening de 3-4 experts en social media. C'est ça le plus compliqué. Et c'est pas une question de plateforme, encore une fois. Il faut des plateformes qui soient mobiles, qui permettent cette plasticité-là, mais il faut surtout de l'accompagnement des gens qui vont accompagner cette transformation. Et à partir du moment où on sort du digital, qu'on touche de multiples autres départements, du marketing, du consumer insight, la communication, les RH. C'est à partir de ce moment-là qu'on a véritablement réussi à donner la pure valeur du social listening.
Et juste pour conclure, pourquoi est-ce qu'on fait ça? On le fait parce qu'on pense globalement qu'il faut accélérer au sein de Richemont sur la mesure de la performance et mieux comprendre nos investissements marketing et arrêter de se faire, excusez-moi l'expression, balader par nos publishers qui essayent toujours de nous dire qu'il faut dépenser plus pour avoir plus et pour voir plus, sans forcément nous fournir de vrais ROI derrière. Donc on a lancé chez Richemont un programme global de measurement de la performance au niveau marketing qui couvre évidemment le social media, mais tous les autres canaux, à savoir le média, le consumer insights, les données retail, les données CRM, qu'on combine de plus en plus dans ce KPI framework pour pouvoir savoir où on met notre argent. Là, vous avez l'exemple du social media KPI framework qu'on aborde sur tous les sujets, mais c'est vraiment quelque chose qu'on drive de plus en plus pour sortir de cette culture du dépenser pour faire du branding et c'est pas grave, ça fera toujours de l'image, à vraiment savoir ce qu'on dépense, où on le dépense et pourquoi on le dépense. On parlait de maturity model, justement là Nicolas vous en donne une illustration de sa version la plus avancée. Comment est-ce que la social data par exemple va venir rejoindre un écosystème de données plus avancé? Donc c'est des choses qu'on outille au travers de Radially for Data Science qui est l'accès vraiment à la donnée par l'API pour alimenter les data scientists, créer des modèles et rattacher cette social data in fine au business parce que c'est bien de ça que nous sommes en train de parler. Merci beaucoup Solène et Nicolas. Merci. Merci. Merci à tous les trois.